Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On fait un point aujourd'hui sur le Flare Network. Pour ceux qui sont au courant ou pas, hein, sinon je vais essayer de faire un point assez rapide. Donc il y avait eu un snapshot qui avait été fait là c'était il y a longtemps, je crois que c'était le 21 décembre 2020, je ne veux pas dire de conneries, j'en sais, voilà, bref, je sais plus, mais c'était il y a très longtemps pour les holders de Ripple. Et donc ce Flare Network depuis, hein, dans les choux, repoussé de nombreuses fois, une communication un peu hasardeuse à certains moments, puisque pour ma part j'ai quand même mis énormément de temps avant d'essayer de comprendre à quoi servait ce truc, étant donné qu'il voulait servir à peu près tout, chose que j'ai souvent dit ne menait absolument à rien dans un univers de blockchain, le but n'étant pas de tout faire in-house, mais bien de faire une chose mieux que les autres et d'être donc plutôt spécialisé. Bref, donc effectivement, Flare Network, pour vous faire un peu l'histoire, ou pour ceux qui m'ont déjà entendu parler de manière très indirecte de ce projet-là dans le temps, j'avais quand même un avis donc plutôt neutre, voire négatif de cet aspect, on veut tout faire mieux que tout le monde, et concrètement, on va être un Ethereum killer, un Chainlink killer, bref, on va killer tout et n'importe quoi, avec un seul truc qui fait tout de façon géniale. Bon, ça m'a toujours paru vraiment très peu probable que ça fonctionne, mais c'était une lecture relativement superficielle, et effectivement, maintenant qu'on se rapproche clairement de l'airdrop, j'ai pris le temps de faire un peu plus de recherche là-dessus, et je peux donc vous en livrer des conclusions franchement plus optimistes. Sans spoiler, il me semble que pour ma part, je vais garder cet airdrop, alors que j'avais prévu de tout dumper sans me poser la moindre question avant. Mais avec un peu de recherche, ça me paraît quand même un peu plus intéressant, et je vais essayer de vous expliquer où je vais positionner ça dans le portefeuille, et, etc., et donc voir un petit peu tous les détails techniques de ce qui vous attend par rapport à l'airdrop, donc qui aura lieu dans la nuit de lundi à mardi, à 1h du mat. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc d'abord, première chose à faire, où ça se situe dans l'écosystème, parce que comme je dis souvent, il y a plein de projets, il y en a que très peu qui ont vraiment des cas d'utilité et des market share à récupérer, et il y a tout un tas de merde qui soit copient les autres, soit tout simplement ne servent franchement pas à grand chose, sans parler des meme coins et autres Ponzi de l'écosystème. Bref, donc Flare Network, est-ce que c'est un shitcoin? Franchement, pas du tout. À quoi il sert? Comme on l'a dit, malheureusement, il sert à beaucoup trop de choses, ce qui fait qu'à mon avis, il y a franchement une spécialisation qui va devoir s'opérer, et je vais donc vous donner ici mon avis personnel, à n'en prendre que ce qu'il est, c'est-à-dire un avis, sur ce que je pense, en tout cas, de son positionnement et de là où il devrait se trouver, après, évidemment, avoir spécialisé parmi les différentes choses qu'ils veulent proposer. Donc, qu'est-ce que c'est Flare Network? Bon, pour la faire simple, ça va être un layer 1 qui fera fonctionner une EVM. Il y aura des possibilités éventuellement d'évolution, mais ça semble s'orchestrer sur ça. De toute façon, on l'a vu, le VM et le Solidity, ça reste quand même le langage prominent. Donc, il y a peu de chances, encore une fois, que de nouveaux standards émergent comme ça et révolutionnent tout le truc. Donc, déjà, de base, après plusieurs cycles, le VM semble quand même s'installer comme le langage standard. Donc plus ou moins bien ici, on va utiliser le standard. Donc comme je le dis déjà, il ne va pas falloir jouer sur la carte de l'Ethereum Killer. On en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc à mon avis, c'est le premier truc. Si on utilise une EVM, il faut trouver un stack technique qu'on va pouvoir apporter à l'EVM existante, avec toute sa scalabilité Layer 2 qui arrive maintenant, sans que pour autant on arrive dans ce délire de je vais faire mieux qu'Ethereum et c'est Layer 2. Bon, voilà. Donc là déjà, très intéressant, mais il va falloir tout de suite faire cette distinction. Après, donc, pour ce qu'il en est de la blockchain en elle-même, c'est une technologie de Avalanche, donc c'est très bien, il utilise le consensus de AVAX. On va voir quelle est sa modalité d'application économique. On en avait déjà largement parlé à l'époque et ça avait fait du bruit, mais bon voilà, Avalanche, c'est un consensus, il n'est pas révolutionnaire plus que les autres. Ce qui est intéressant, c'est sa mise en application, c'est-à-dire concrètement, dans un modèle économique, comment on l'utilise. J'avais critiqué à l'époque assez largement l'utilisation qui avait été faite par le protocole AVAX, enfin par la blockchain AVAX, et je suis un petit peu moins biaisé sur Flare aujourd'hui, pensant que franchement par rapport à ce que je peux en voir de ce que la team fait, la déclaration initiale, le tokenomics, la distribution, c'est franchement beaucoup mieux pondéré que ce qu'a pu faire Vavax. Maintenant, encore une fois, c'est pas pour autant que ça va fonctionner uniquement là-dessus. Mais on va voir donc si le choix de ce consensus est intéressant dans ce qu'on veut faire, la blockchain. Donc, plus intéressant ici d'essayer d'aller voir donc, ce qu'essaye de faire cette blockchain. Donc, elle essaye de proposer un relay, et on va le voir pour ma part, parmi les différentes technologies qui sont proposées par cette blockchain, je pense que c'est celle qui a le plus de chances
d'être sa spécialisation finale. Les autres, un petit peu moins. Donc la Relay, du coup, je vais garder quand même, on va dire, la meilleure pour la fin. Donc je vais la sauter et on va revenir dessus pour parler des autres qui, donc, pour ma part, ont un petit peu moins de chances de se produire. Les F-Assets, donc c'est apporter donc, des fonctionnalités de smart contract, donc avec du Solidity, sur des tokens qui n'en ont pas du tout les fonctionnalités, par exemple XRP, Doge, BTC, Litecoin. Donc ça peut être intéressant, même si, bon, pour ma part, j'ai toujours dit, je ne vois pas d'intérêt d'amener du smart contract sur Bitcoin. Son intérêt, c'est justement tout sauf du smart contract. C'est bien qu'il y ait très peu de transactions Bitcoin, etc. Ça a fait résonner tout de suite, pour ma part, l'aspect bridge, puisque ça veut dire on va avoir des FXRP, des FDoge, FBitcoin, FLitecoin. Quelle est la trust assumption qui est faite au niveau du bridging? Parce que, comme d'hab, un bridge, il y a forcément une trust assumption au milieu. Et ceux qui essaient de le vendre autrement se sont souvent bien plantés. La question, c'est de savoir, donc, est-ce que c'est équilibré ou non, et comment c'est réalisé. Là, j'avoue que je n'ai pas franchement eu le temps de fouiller là-dedans, mais d'un point de vue technologie de bridge, j'ai toujours cette idée que plus le bridge un grand nombre d'actifs, plus la surface d'attaque est large, dû tout simplement soit à des erreurs de code, soit à des prises de contrôle ponctuelles. Donc faire attention, mais j'ai plutôt envie de dire attention les technos de bridge, on a bien vu que c'était quand même très 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 chaud. Je ne suis pas sûr qu'ici il y ait une révolution sur ce truc-là, mais je mets une astérisque, j'en ai pas la certitude. Layer Cake, qui est une forme d'addition justement à cette technologie, c'est-à-dire là utiliser probablement une technologie similaire de bridging pour créer des bridges trustless entre différentes blockchains et écosystèmes existants. Alors là, très sincèrement, j'ai même pas pu comprendre un quart de la doc, donc je vais être honnête, je sais absolument pas si c'est bon, pas bon. En tout cas, ça m'a l'air pas mauvais, mais pas révolutionnaire non plus, dans le sens où il y a pas mal d'autres projets qui bossent aussi sur ce type de truc. Mais ça peut être effectivement relativement intéressant dans un univers dans lequel on y aurait une hyper spécialisation des blockchains sans interconnexion. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, ça fait un peu écho pour moi avec l'écosystème Cosmos, qui a déjà son protocole d'interopérabilité, dont on maîtrise très bien les trust assumptions, puisque c'est ni plus ni moins que si la blockchain A qui veut se connecter avec la blockchain B a une market cap 100 ou 200 fois supérieure, bah forcément la trust assumption est asymétrique, puisque les deux sets de validateurs doivent communiquer. Et donc clairement ici, on prend toujours, on dit, l'aspect de la sécurité moindre, c'est-à-dire que le bridge entre ces deux blockchains sera surtout assuré par la faible sécurité de la blockchain B. Dans ce cas-là, effectivement, la communication est asymétrique. Le risque est assumé par la blockchain A. Bon, voilà comment on comprend très vite l'assumption via le protocole IBC, puisque c'est les validateurs 7 qui doivent être plus ou moins équilibrés entre eux. Si ce n'est pas le cas, évidemment, la trust assumption tire vers le plus bas. Chez Layer Cake, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, c'est extrêmement sophistiqué, mais sérieusement, je ne sais pas vraiment où se cache la Trust Assumption. Donc là, pareil, je vais mettre une astérix, mais je ne crois pas du tout en la technologie miracle qui va résoudre des problèmes. Puisque ces problèmes, encore une fois, sont impossibles à résoudre. Pour moi, c'est vraiment comme le trilemme des blockchains, c'est de dire il y a forcément une trust assumption dans des bridges, puisque quand on bridge deux trucs, il y a forcément une asymétrie entre les deux. Je me pose la question de savoir comment ils font, mais je ne me prononcerai pas. De toute façon, pour aller très vite, je ne pense pas du tout que ce soit sous cette forme-là que cette technologie soit intéressante. Je vais aller à l'essentiel, et la partie clairement Flare versus Ethereum. Donc je vous dis ici, on va à l'essentiel aussi. Et la principale chose à retenir vient effectivement de l'utilisation du consensus Avalanche, qui ne nécessite pas nécessairement de mise en collatéral de sécurité. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément besoin de slashing dans un protocole Avalanche, ce qui est effectivement ici très intelligemment mis à l'œuvre. Mais bon, il l'amène pour dire Flare, effectivement, dans sa capacité à un peu tout connecter, pourrait être très intéressant, puisque son protocole basé sur un consensus Avalanche n'aura pas nécessairement besoin de rendre le FLR token un collatéral de sécurité, comme le ferait par exemple Ethereum. Bon, comme on va le voir, il y aura aussi ici, à mon avis, des assumptions à faire, des trade-offs. Le principal étant qu'évidemment, la vérité n'est pas du tout instantanée avec un protocole Avalanche, et que effectivement, tout dépend de la participation au réseau et de la façon avec laquelle l'information se propage dedans. Donc, comme je l'ai toujours dit, je trouve ça intéressant qu'il y ait cette forme de nuance qui soit traitée par rapport à Ethereum. Ethereum va très vite tendre vers une preuve de validité quasi instantanée. En tout cas, il y aura de moins en moins cet aspect, il faudra plusieurs blocs pour éviter la probabilité de fork. Sur Ethereum, on va se diriger très vite avec le proof of stake vers une finalité instantanée, ce qui est évidemment et sera impossible avec un protocole Avalanche. Mais par contre, donc, comme on l'a vu, selon les applications et les modalités économiques, on peut obtenir une validité proche de 100% très rapidement avec ce type de protocole. Donc ça peut être intéressant, mais comme on l'a dit, attention quand il va y avoir des trust assumptions avec des énormes montants derrière,
je pense toujours que de toute façon, les fortes preuves d'enjeu resteront sur des blockchains type Ethereum avec un collatéral monétaire. Donc, je ne pense pas du tout que, encore une fois, Flare joue à comparer la quéquette avec Ethereum, mais je trouve ça intéressant de positionner l'un par rapport à l'autre. Donc, c'est une utilisation de la smart contractualisation EVM, mais à mon avis, pas dans les mêmes cas d'application qu'Ethereum, qui reste pour moi très orienté DeFi, collatéral, haut niveau de sécurité, plus évidemment donc le fait que c'était la première. Donc, comme elle a imposé ses standards, elle a aussi une stature d'adoption bien plus avancée que cette blockchain qui va sortir. Donc, encore une fois, on ne mélange pas. Cette blockchain va devoir faire preuve de concept avant même de réellement prouver de sa validité à moyen terme, alors qu'Ethereum n'a plus rien à prouver, bien entendu. Donc, ne mélangeons pas, hein, c'est pas du tout à mélanger avec Ethereum, mais c'est intéressant, je trouve, cette application de l'EVM. Surtout pour, on y remonte, la partie Relay, puisqu'à mon avis, c'est là que notre cher Flare Network pourrait trouver son intérêt. Puisque donc, ce qu'ils ont inventé, en tout cas, ce qui me semble être leur cas de spécialisation principale, et là où ils ont quand même passé pas mal de temps, donc je pense encore une fois qu'ils veulent rester larges sur les cas d'utilité, mais ont bien compris que c'est celui-là qui a le plus de chances de trouver preneur, parce qu'il y a encore, à mon avis, ici, une place à prendre. Donc, ici, ils ont appelé ce truc-là, donc le FTSO, je pense qu'ils ont, voilà, donc Flare Net, non, merde, c'est quoi, que je vous trouve l'acronyme pour pas dire de conneries, une seconde. Hop, voilà, bien mieux expliqué évidemment sur leur site à eux, le Flare Time Series Oracle. Et alors là, c'est très intéressant, parce que ça fait quand même pas mal de temps, je vous le dis, que je cherchais un compétiteur légitime à mon ami Chainlink, qui lui aussi a déjà fait l'épreuve du temps, n'a plus rien à prouver, et c'est là où j'ai trouvé ça très intelligent. Je pense que Flare Network sera probablement un très très grand compétiteur, mais partenaire à mon avis, de Chainlink, et que je dis toujours, moi les tokens, à ce stade d'avancement de l'écosystème, si le token n'a pas un cas d'utilité et une market share bien définie, il sert probablement à rien. Donc, je vous dis, je m'étais posé la question de savoir si franchement ce truc-là aurait un cas d'utilité, et je pense effectivement en avoir trouvé un. Notamment donc sur cet aspect-là où j'aimerais bien voir ce projet entrer en forme de partenariat avec Chainlink plus qu'en compétition directe pour dire au final notre FTSO c'est vachement mieux, Chainlink ça sert à rien. Parce que j'ai l'impression que ce sont les mêmes trust assumptions qu'on a à ce niveau-là et la même chose qu'on a par rapport à l'EVM et l'utilisation face à Ethereum. Je pense que l'entrée en compétition face à Ethereum est stupide, tout comme l'entrée au niveau d'un oracle face à Chainlink et la mise en place aujourd'hui de ces collatéraux de sécurité pour fournir de la data off-chain à l'intérieur des blockchains, donc enfin, entre guillemets, numériser de façon blockchain-like de la data quelle qu'elle soit, et donc apporter un collatéral de sécurité en stakant des Chainlink sur les différents nœuds qui apportent donc cette information extérieure avec un collatéral de sécurité. Là encore, ce qui pourrait me gêner ici, c'est que comme il n'y a pas de collatéral de sécurité, on peut avoir propagation de fausses informations pendant une durée. On l'a vu encore une fois, le protocole AVAX permet de toute façon, enfin Avalanche, pardon, pas AVAX, pas mélanger, apporte de toute façon le fait que tricher dans ce mécanisme-là est relativement compliqué, ou alors il faut qu'il y ait collusion, c'est-à-dire il faut qu'il y ait plusieurs participants qui décident de tricher afin de réussir à manipuler l'algorithme dans la fausse direction. Mais sinon, c'est quand même encore une fois très peu probable, et comme on dit ici, l'incentive à ne pas tricher, elle vient du fait que c'est très difficile d'arriver à tordre un consensus avalanche dans une fausse vérité. Mais c'est pas impossible, et là encore une fois, il s'agit de comprendre que si jamais cette chose-là est faite, il n'y a pas de collatéral qui est slashé, etc. Donc encore une fois, il me semble qu'il est très important de comparer les deux, c'est-à-dire, je pense que les données à forte valeur sensible passeront encore une fois par des collatéraux de sécurité, Chainlink. Ce qui donne évidemment tout intérêt au token Chainlink, puisque c'est donc un collatéral de sécurité, il doit donc monter en valeur relative à la sécurité qu'il doit apporter. C'est donc très important de comprendre que Flare Network ne va pas être un Chainlink killer. Et pourtant, je parie que beaucoup de ces gens-là, beaucoup de gens vont faire cette parallèle assez dangereuse à mon avis. Donc c'est pas dans ce sens-là, et c'est pour ça que j'aime bien Flare Network, parce que je pense qu'il peut apporter quelque chose que Chainlink aura peut-être un petit peu plus de mal à voir. On avait fait la vidéo sur Chainlink, on en avait parlé, leur fameux CCIP, c'est-à-dire un Cross-Chain Interoperability Protocol, assez intéressant, mais là je pense que Flare a quelque chose de beaucoup mieux, et notamment grâce à ce fameux consensus Avalanche, qui est très très bon dans effectivement cet aspect relaying. Mais par contre, donc je vous dis, relaying d'une information qui a déjà été authentifiée ailleurs. Voilà pourquoi je pense qu'effectivement l'application Avalanche AVAX était pas bonne. Tout comme je pense que l'application Avalanche en mode Oracle ne sera pas bonne parce que certaines informations nécessitent un collatéral de sécurité. Alors que l'algorithme, lui, proposera juste une belle probabilité de ne pas pouvoir tricher parce que c'est très compliqué. Mais c'est pas impossible.
Et si c'est fait, eh ben, on peut réellement imprimer une fausse vérité. C'est une histoire juste de réussir ou non à prendre contrôle sur le consensus, sur différents points critiques. Et ça peut clairement être le cas. Par contre, transporter de manière peu chère une information déjà authentifiée, ça peut être très intéressant. Et c'est là où je pense qu'effectivement, en termes de network, le Flare Network pourrait jouer quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire effectivement relayer cette information grâce à ce système de bridge, et il faut que je vois encore cet aspect trustless, et entre guillemets, du coup, le délire, ce serait d'arriver à amener Flare Network à jouer un peu ce rôle de multi-bridge entre ces différentes technologies de blockchain existantes pour réduire la fragmentation de l'écosystème qu'on connaît aujourd'hui, même si pour ma part c'est une étape temporaire avant que les mauvais compétiteurs meurent. On a pour l'instant, à mon avis, besoin d'interconnecter tout ce bordel. Et ça peut être un très bon candidat, et dans ce cas-là, il jouera plus ce rôle de relais. Relais à la fois donc d'informations d'ordre Oracle, mais comme on l'a vu, relais de smart contractualisation ou éventuellement de protocoles d'interopérabilité un petit peu plus avancés qui pourraient venir dans une deuxième chose. Mais donc surtout donc, produire ces bridges à la demande, voir les trust assumptions si c'est mieux ou moins bien que les autres solutions, et surtout donc pour ma part ce relais, c'est-à-dire un peu le relais de l'information avec ce fameux protocole Avalanche qui ne fait que faire des couches et des passes à répétition jusqu'à ce que, à travers le temps, un consensus probabiliste qui tend vers 99,999% de vérité, soit très utile pour effectivement propager les différentes informations à travers l'écosystème. Donc pour moi, très intéressant dans ce cas-là, c'est de dire, ça vient manger dans le projet CCIP de Chainlink, qui traîne encore un peu de la patte, et j'ai l'impression que ce que propose Flare, c'est pas mal, et c'est même mieux, effectivement. Et dans ce cas-là, on spécialise Chainlink. Il est là pour apporter le collatéral de sécurité, pour apporter des informations critiquement sensibles à la blockchain, des informations externes à la blockchain, et évidemment, ou des informations de prix, hein, qui ont des aspects critiques en DeFi. Et à côté de ça, peut-être Flare Network qui pourrait jouer cet oracle face à des informations moins sensibles, moins critiques, mais effectivement donc de plus grande quantité, hein, puisque du coup on relayera probablement beaucoup plus d'informations, d'où l'intérêt de la scalabilité que peut apporter le protocole Avalanche, puisque on peut faire propager énormément d'informations vu qu'on n'a pas besoin nécessairement de parler avec tous les autres membres du réseau. Ce qui est quand même très intéressant ici en aspect de scalabilité. Donc je trouve que l'intelligence dans la mise en place du projet, elle est là. Enfin, je peux connecter les points pour voir où ça se positionne. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de compétition dans cet endroit-là. Les bridges et tout ça, il y a de la compète. Mais je pense que, voilà, l'explication moi que je vous donnerai de ce truc-là, je pense que ça finira là. Une espèce de bridge et vraiment à la méthodo du CCIP de Chainlink. Et je pense clairement que l'exploitation Flare Network est plus intelligente que celle de Chainlink, qui risquera d'ailleurs de peut-être laisser tomber cette histoire de CCIP pour se concentrer sur un cœur de métier, beaucoup plus de collatéral de sécurité au niveau de la fourniture de données on-chain, avec tous les risques que ça peut comporter si une information n'est pas collatéralisée par de la sécurité. Voilà, bref, donc, pour voir ce qu'il en est, donc pour ma part, attention aux narratifs qui vont dire Chainlink Killer ou Ethereum Killer, pour ma part non, mais un très bon compétiteur qui fait, à mon avis, mieux que les autres, un point très spécifique de relayer ces informations déjà sécurisées et de cette information qui pourrait être relayée entre de nombreuses chaînes et de façon trustless. Je suis très curieux de voir si effectivement ça marche ou si c'est juste sur le papier. C'est-à-dire qu'on peut connecter de façon très facile des blockchains qui n'ont pas du tout le même type de consensus. Donc très intéressant et je suis curieux de voir à ce niveau-là. Donc Flare Network, c'est pas du tout un dump pour moi. Mais alors vraiment, vraiment pas. Au contraire, je pense que je vais lui trouver très vite une place puisque je pense que les oracles et la data va clairement exploser en termes de demande dans le prochain cycle, donc je suis très curieux de voir comment réagira Flare Network. Maintenant, je vais direct sur le tokenomics, parce que bon, ça c'est clair. Quand on arrive dans un état aussi avancé de l'économie blockchain, dans une phase en plus où la demande de marché va être très 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 forte directement sur le secteur d'activité concerné, il y a des risques de bulles. Ça veut dire que si le tokenomics n'est pas fait correctement, ça va dans la stratosphère, les VC dump, etc. Et c'est la catastrophe. Ça nous fait des trucs comme vous avez vu sur ce cycle du Solana, du Avax, là ça monte dans la stratosphère, derrière ça dump, et forcément c'est assez compliqué d'arriver à stabiliser un prix de token quand vous avez énormément de spéculation. Et alors là, oh mon Dieu, je peux vous dire qu'il m'a fallu une après-midi entière pour lire le truc correctement, quant au tokenomics,
parce que je vais vous donner la conclusion. Donc je ne pourrais pas rentrer dans tout le détail, sinon la vidéo durerait 2 heures et je ne veux pas. Donc ici, il va falloir faire un petit peu confiance quand même. Bon, je vous dis, les applications économiques, c'est quand même un peu mon domaine. Donc je vous demande de me faire confiance là-dessus. Je vous fais un résumé de ce que j'ai lu. Et encore une fois, si vous avez des gros montants d'airdrop ou si vous envisagez d'investir des sommes un peu plus importantes, vous tapez la lecture. Encore une fois, do your own research. Je fais que vous simplifier pour ceux qui n'ont pas le temps, etc. etc. Donc, Flare Network, l'airdrop va être fait par rapport à ceux qui détenaient des Ripple en date, je crois, du 20 ou 21 décembre 2020. Donc ça date d'une chier. Théoriquement, vous êtes éligible à un Flare pour à peu près un Ripple de l'époque. Très difficile d'arriver à donner un prix pour l'instant. Mais donc, on aura un supply de 100 millions, donc c'est quand même costaud. On verra un petit peu tout ça. Mais surtout, donc, ce qui est intéressant, c'est comment arrive ce supply en circulation. Toujours, c'est très très important. Et comme on l'a dit, à ce stade de maturité des écosystèmes, pour moi, un tokenomics qui n'est pas hyper bien construit, c'est droit dans le mur, ou en tout cas, les probabilités d'aller dans le mur malgré un bon projet sont relativement significatives. Ok, donc à la base, il s'agit de comprendre qu'il y a donc 2 modèles, et ça va être la principale des choses que je dois vous expliquer, parce que quelqu'un qui lirait ça de façon un peu survolée verrait peut-être pas ça tout de suite. Mais donc il s'agit de comprendre qu'il va y avoir une distribution donc, qui est effectuée lundi soir dans la nuit à 1h du mat, mais qu'il va y avoir un vote. C'est la première des choses qui va intervenir quelques jours après la distribution, de ce que j'ai cru comprendre. Puisqu'il y a donc un premier FIP, donc Flare Improvement Proposal, qui aura pour but de modifier la distribution et l'inflation de post-distribution, parce que, donc, à mon avis, le tokenomics initial était franchement, à mon avis, mal targeté. En tout cas, il y avait pas mal de problèmes par rapport à ça. Donc, il y a plusieurs changements, et notamment un qui est hyper important, qui va être de dire que ceux qui reçoivent les airdrops, donc là, écoutez-moi bien, d'accord, ceux qui vont recevoir l'airdrop, alors attendez, je vais chercher l'endroit où c'est marqué. Alors, bon, ça on ira peut-être après, mais bon, je ne sais plus où c'est, mais je vous fais la base. Donc, c'est de dire ceux qui vont recevoir cet airdrop depuis le Ripple. Vous en aurez 15% qui va être distribué donc lundi soir. Et il s'agit de comprendre que si vous avez la bonne idée de dumper ces tokens, eh ben, vous n'aurez pas les 85% restants. Ça, c'est ce qui était supposément fait dans le modèle de distribution initial. D'accord ? C'est-à-dire que vous pouviez dumper vos 15%, vous receviez quand même les 85% restants sur 36 mois. Non, c'est pas 36 mois, je dis des bêtises. C'est 3% derrière par mois. Oui, donc ça fait pratiquement 36 mois. Mais voilà, bref, ok. Donc, vous comptez à peu près 3 ans derrière pour obtenir le reste de vos tokens à échéance de donc 3% par mois pour obtenir ça. Ok, donc ça, c'est à peu près le délire. Ok, c'est juste de dire... compter, donc voilà, c'est moins, hein, c'est pas 3 ans, mais voilà, c'est à peu près ça. Il s'agit là donc de comprendre qu'avec ce FIP 01, s'il passe le vote de gouvernance, ce ne sera pas le cas. C'est-à-dire que ce que vous allez recevoir comme Flare à l'airdrop, il va falloir les wrapper, ou équivalent de staker hein, sur ce truc-là, enfin en tout cas de les déléguer, pour pouvoir recevoir les différentes distributions derrière. Et les distributions seront faites en fonction de ces flares qui seront wrappés, ou délégués, appelez ça comme vous voulez. Il s'agit donc de dire que si vous dumpez vos flares, eh ben c'est celui qui va les acheter qui recevra le reste de votre airdrop. Donc pour moi, c'est très intelligent, parce qu'effectivement, vu le stade de maturité du marché aujourd'hui, il serait complètement con de faire un airdrop de la forme précédente, puisque tout le monde va dumper un peu n'importe comment, ne comprenant pas trop à quoi ça sert, bottom de bear market égale tout le monde cherche un peu de la thune. Bref, ça sentait le gros dump. Donc pour ma part, sans le FIP1, j'aurais dit no sur l'application économique, même si, pour ma part, derrière, le token supply n'est pas trop mal distribué, mais ce gros problème qu'aurait géré l'airdrop, avec un gros flux vendeur à l'arrivée, aurait probablement créé une volatilité qui aurait fait secouer toutes les têtes. Malgré la viabilité du projet, ça aurait été encore un flop au lancement à cause d'une volatilité exacerbée due à une distribution un peu inéquitable. Il s'agit de dire que c'est des gens qui détenaient des tokens il y a plus de 2 ans qui vont se faire airdropper. Donc clairement, l'alignement entre la distribution et l'alignement d'utilité, moi personnellement aujourd'hui j'ai plus un seul Ripple, donc c'est de dire, vous voyez, l'airdrop est fait sur un snapshot Ripple, mais au final, 2 ans après, vous avez probablement plus de Ripple, ou en tout cas votre portefeuille a peut-être radicalement changé, et vous recevez quand même l'airdrop. Donc je suis totalement d'accord moi avec le FIP1 sous cette forme qu'effectivement s'il s'agit de ramener un petit peu de justesse, c'est de dire vous recevez toujours l'airdrop comme prévu, mais par contre si vous décidez de le dumper, au revoir les 85%.
Donc il faudra faire votre choix à ce niveau-là, mais bien être conscient de ça, hein, d'accord? Si vous dumpez, c'est votre airdrop entier que vous dumpez, malgré le fait que vous n'en recevez que 15% le jour J. Il y a d'autres modifications qui sont faites et de manière très intelligente sur l'inflation, mais comme je vous dis, je ne rentre pas là-dedans, je vous invite à regarder. Ce que j'aime par-dessus tout, hein, vous savez, moi je suis plutôt basé maths et modèle économique, c'est-à-dire les trucs qui sont pas carrés, j'aime pas, et j'ai une fâcheuse tendance à adorer les graphiques. Donc je peux vous dire, clairement, c'est hyper bien gaulé. Bon, là je vous dis encore une fois, il faut me croire sur parole, mais c'est de dire, si j'avais dû le faire, je l'aurais probablement fait pratiquement proche de ça. C'est au poil de cul, et c'est une qualité que je reconnais relativement souvent, peu souvent. Donc c'est de dire, attention, pour ma part ici, la mesure et l'intelligence mathématique faite derrière ces modifications, c'est franchement, typiquement, le genre de conseil que j'aurais pu donner si on me l'avait demandé sur cette blockchain. C'est à peu près ça. Voilà, maintenant, il y a beaucoup de travail pour justement trouver des pondérations. Tout est expliqué relativement justement là-dedans. Bref, je vous laisserai seul juge de ça, mais moi, personnellement, c'est un grand oui, c'est de dire, sans le FIP1, je suis beaucoup plus négatif sur le projet. Avec cette première Improvement Proposal, déjà, ça montre que les gens derrière ce projet sont tous sauf débiles et qu'ils savent trouver des solutions intelligentes à des disparités. Disparités qu'ils n'avaient peut-être pas ou dont ils n'avaient peut-être pas conscience à l'époque du premier airdrop, supposément. C'est quand même il y a plus de 2 ans, faut se le dire. Donc ça fait longtemps que ce projet est dans les tuyaux. Il a beaucoup et longtemps été retoqué, retapé, ce que pour ma part, j'ai souvent pris comme une critique, mais au final, ce qui m'en sort à la fin est bien plus intelligent que ce qu'on m'avait prévu au début, ce machin qui allait connect everything, etc. Donc ce que j'ai aujourd'hui me semble franchement market fit, assez intelligent. Il faut voir si la com sera faite correctement. Maintenant, putain, est-ce que c'est des gens intelligents derrière? Moi, je regarde les actions, les faits, les choses qui sont inscrites, d'accord? C'est d'une intelligence fracassante. Voilà. C'est typiquement aligné avec les domaines d'activité dans lesquels moi personnellement je suis pas trop mauvais, pour vous dire que franchement c'est fait avec beaucoup d'intelligence. Donc ce token supply, cette distribution, c'est extrêmement intelligent en termes de pondération pour pas non plus ne pas avoir le contrôle. C'est pas non plus totalement pondéré sur les investisseurs. Bref, très sincèrement, je pourrais rentrer dedans et vous dire alors ça c'est bien, mais franchement, j'ai cherché pendant 1h30, j'ai rien trouvé qui me fasse peur là-dessus. Tout est hyper bien pensé. Il y a un truc qui par contre me marque et que je vous le donne tout de suite, c'est que donc, selon cette proposition-là, d'accord, il va y avoir quand même, à mon avis, une distribution assez inégalitaire des tokens. Alors une seconde. Hop. Voilà, c'est celui-là, le chart numéro 6. Hein. Donc très intéressant de comprendre que si j'avais eu une critique à poster, c'est effectivement par rapport à ce niveau-là, où j'aurais évité la grosse cliff qui va arriver à 19 mois, mais qui est due donc au fait que les team tokens seront moins liquides dans les phases initiales avant d'entrer en vesting, bref, avant d'entrer dans les cliffs. Donc c'est assez particulier. Donc il y a 2 cliffs, il y en a une à 6 mois, à 12 mois et à 18 mois. Qui vont être assez particulières, la 3e étant la plus importante, puisqu'il y a le reste de la team qui arrive là-dedans, et effectivement, le funding team, qui va arriver avec la plus grosse cliff à cet endroit-là. Donc faire attention, c'est vrai qu'au niveau de 19 mois, il peut y avoir quelque chose. Maintenant, encore une fois, il s'agit de dire que c'est la seule critique que j'ai trouvée dans un papier qui est juste extrêmement bien pondéré et bien pensé. Et en plus de ça, je vais mettre une astérisque, c'est de dire, c'est les funding tokens qui débarquent à 19 mois. Théoriquement, si la fondation, elle est dans son alignement long terme, je ne pense pas qu'il y ait un gros dump à ce moment-là, dû justement à ce truc-là. Bon, maintenant, il s'agit de comprendre qu'il y a aussi la team qui va recevoir un peu plus sur cette partie-là. Donc, voilà, simplement, on fait attention vers l'atterrissage 18 mois post-lancement, il va falloir faire gaffe à ça. Voilà, ce sera quand même un point assez important à noter. Maintenant, pour ma part, je vois aucun problème par rapport à ça. La revue de l'inflation, si le FIP1 passe, est extrêmement intéressante puisque du coup, malgré l'arrivée de ces tokens liquides, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, la supply emission à moyen terme, j'essaie de vous la trouver, hop, est quand même extrêmement sexy puisque évidemment, on a une forte réduction de l'inflation après. On reste sur une inflation permanente pour garder quand même une incentive à participer au réseau. On verra si effectivement, il y a peut-être des mécanismes de burn qui sont mis en place un petit peu plus tard, même si, à mon avis, ici, ça me paraît quand même assez compliqué. Donc, on reste sur une blockchain inflationniste, mais c'est franchement, pour ma part, relativement intelligent. On atteint la cliff, la fameuse cliff des 100 milliards de tokens qui seront distribués autour des fameux 36 mois dont on a parlé.
Donc retenez un peu ça. Pour ma part, en termes d'exposition sur ce type de truc, pour ceux qui reçoivent l'airdrop, moi perso, ça va être je stake, je garde et j'ai pas prévu de vendre, sauf si le projet dévie de la trajectoire que j'ai donnée là. C'est-à-dire dans ce cas-là, je commencerai à vendre les rewards associés à ce que je reçois un peu par les différentes cliffs mensuelles. Mais voilà, bon, pour ma part, ça va être un garder en edge par rapport à Chainlink. C'est-à-dire que je vais essayer de maintenir une market cap relative de l'ordre de 15 à 30%. Maximal, c'est-à-dire si ça dépasse 30% de ma market cap Chainlink, je vais effectivement swapper pour racheter des links. Si ça descend sous 15, éventuellement envisager des investissements dans le token, si évidemment le business model reste toujours viable. Mais voilà, en tout cas pour moi, pour simplifier, c'est market fit. J'avais prévu de dumper, je ne vais pas du tout le faire. Ne serait-ce que pour la raison que le vote va très probablement passer, donc retenez bien que si vous dumpez tout votre airdrop. Et celui qui va acheter vos tokens récupérera l'airdrop de façon légitime. C'est très bien, encore une fois à mon avis, parce que nombreux sont ceux qui n'ont pas du tout d'éligibilité à l'airdrop. Et du coup, je pense que ça va effectivement créer pas mal de demandes pour le token. Donc attention surtout pour ceux qui avaient prévu de juste dump parce que c'est de la free money. Franchement, si vous faites ça, comprenez que le vote va clairement passer du FIP 1 et qu'effectivement, ce vote-là va être très, très, très sanctionnant puisque vous perdez littéralement les 85% de l'airdrop restant auquel vous auriez été éligible pour le garder. Donc pour moi, c'est évidemment nécessaire ce FIP 1, sinon pour ma part, c'est plutôt négatif s'il devait ne pas passer. Je pense évidemment qu'il passera avec une très large majorité. Moi-même, j'aurai le plaisir d'y voter oui. Je n'investirai pas de ma poche là-dedans, comme je vous l'ai dit. Tout dépend éventuellement de la stabilisation du prix à tour d'1 ou 2 mois, puisque je vous dis, l'objectif sera d'essayer d'avoir 15% de ma market cap Chainlink dans ce token, à condition qu'il aille bien se positionner là où j'ai prévu qu'il se positionne. Comme je l'ai dit, ça fait beaucoup de suppositions. Donc on refera peut-être des vidéos. Il me semble ici important d'en faire une parce que je pense que cet airdrop peut être trompeur et très largement sous-estimé si on ne prend pas un peu de temps pour faire de la recherche, raison pour laquelle je me positionne sur cette vidéo, non pas donc pour vous vendre le token. Bien entendu ici, pour ceux qui n'ont pas l'airdrop, je vous laisse seul juge de ce que vous voulez en faire. Mais donc il s'agit bien de comprendre que si vous achetez et que vous wrappez des tokens, vous recevez légitimement l'airdrop également. Hein. Donc à vous de voir évidemment si vous voulez laisser une place à ce truc-là dans votre portefeuille ou pas. En attendant, écoutez, on va s'arrêter là. Ça me paraît pas mal pour la compréhension de Flare Network. Hein, donc comme on l'a dit ici, voilà. Pour le prix, je vais aller tout de suite casser directement ceux qui se diraient ouais, ça va être comme le Songbird, etc. Non, ça n'a rien à voir hein, en termes de tokenomics. C'est pas du tout, mais alors pas du tout les mêmes types de supply. Donc faire attention. Ça peut être un peu volatile au début, mais normalement l'arrivée de ce FIP devrait, pour ma part, casser un peu cet aspect-là. Il s'agit bien donc de comprendre qu'il y a quand même, malgré tout, relativement peu de tokens qui vont être circulants au début, hein, d'accord ? Et une très large partie de ces tokens circulants est effectivement l'airdrop. Donc la question, est-ce que l'airdrop va être récupéré correctement ou non ? Ça va être très très important de regarder ça et quel va être le va-et-vient spéculatif des gens qui vont pump and dump. Effectivement. Donc j'aimerais bien un lancement le plus smooth possible. Je ferai clairement pas moi le jeu de pump and dump, même si je pense que, étant donné la nervosité du marché, ça peut effectivement être intéressant, malgré l'airdrop, de le dumper puis de le racheter peut-être un peu plus bas, mais c'est aussi le meilleur moyen pour le dumper et le racheter plus cher. Donc moi perso, ça va être de dire, bon, je préfère pas jouer trop l'aspect spéculatif de ces lancements en bootstrapping, mais plus de dire, je reçois des tokens gratos, ça me va très bien et ça devrait suffire, dans la mesure où je ferai probablement des premiers ajustements au premier cliff qui arrivera donc un mois plus tard pour savoir si du coup je vends la cliff ou pas, dépendant de la market cap qui se sera stabilisée. Comme je vous l'ai dit, je ne fais pas du tout un arbitrage de prix genre ouais, je trouve que le prix est trop cher, moins cher. Pour moi ça va être pur, bête et méchant, je le positionne par rapport à ma market cap Chainlink. Comme j'ai dit, 15-30%. Au-dessus de 30, je vendrai le cliff. En dessous de 15, je le garde, voire je rajouterai peut-être éventuellement en swappant des rewards d'autres blockchains éventuellement là-dessus. Bref, quoi qu'il en soit, je pense qu'à ce stade-là, je ferai probablement rien avant au moins 3 mois pour déjà voir comment tout ça se positionne, voir les différentes communications qui sont faites. Est-ce que ça commence à aller dans le sens du market fit que j'ai prévu ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Comme toujours, quand on fait de la spéculation, il faut être prêt à se planter. Bref, je ne vais pas plus loin. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée et un bon airdrop pour ceux qui ont droit et sinon une bonne réflexion sur le projet pour ceux qui éventuellement voudraient s'approprier de ces tokens. Allez, ciao ciao!